avoir cet après-midi pour parler de l'hypertension pulmonaire, de l'hypertension artérielle pulmonaire dans tous ses états. C'est une pathologie qui est très rare, mais qui est grave. Son pronostic est sombre. Ce pronostic a été modifié par l'avènement de nouvelles thérapeutiques, avec de nouvelles classes thérapeutiques, des associations de nouvelles classes. Donc, le développement de ces nouvelles classes, il émane essentiellement d'une meilleure compréhension de la physiopathologie de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, c'est le but de mon topo. Donc, je vais démarrer par la physiopathologie de l'hypertension pulmonaire avant de donner la parole à Madame Appel pour parler du diagnostic et du traitement. Donc, sans trop tarder, je rappelle juste simplement, pour nuancer un peu, donc la définition de l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est une pression artérielle pulmonaire moyenne qui est supérieure à 20 mm de mercure. Et on peut distinguer deux types d'hypertension pulmonaire. Une hypertension pulmonaire post-capillaire, c'est l'équivalent d'une pression artérielle pulmonaire supérieure à 20 mm de mercure, avec une pression capillaire pulmonaire ou une pression de l'oreille gauche qui est supérieure à 15 mm de mercure, avec des résistances vasculaires supérieures à 3 unités Wood. Donc, c'est ce profil d'hypertension pulmonaire post-capillaire, elle est fréquemment rencontrée, et c'est la plus fréquente, elle est fréquemment rencontrée dans les cardiopathies gauches, comme les valvulopathies, les cardiopathies ischémiques et dilatées. Alors, dans le côté opposé, nous avons l'hypertension pulmonaire précapillaire. Alors, cette fois-ci, elle a une définition aussi hémodynamique. Alors, une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure, avec une pression capillaire ou une pression de l'oreille gauche qui est inférieure à 15 mm de mercure, et des résistances pulmonaires supérieures ou égales à 3 unités Wood. Donc, cela pour dire que l'hypertension pulmonaire, qui est un chapitre global qui comprend plusieurs classes d'hypertension pulmonaire, environ 5 classes, et le topo d'aujourd'hui, on va se résume sur cette classe qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une forme d'hypertension artérielle précapillaire, mais qui ne concerne que ces items qui sont devant vous. Donc, on a l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, on a l'hypertension artérielle pulmonaire héréditaire liée à des mutations génétiques, on va voir tout à l'heure. Il y a une hypertension artérielle pulmonaire liée à certains médicaments, je rappelle le scandale du Mediator. Puis il y a l'hypertension artérielle pulmonaire associée à certaines maladies, comme les connectivites, comme la sclérodermie, les infections HIV ou rétrovirales, l'hypertension pulmonaire, les cardiopathies congénitales et certaines parasitoses. Il y a aussi les HTAP associés aux patients répondeurs, aux bloqueurs des canaux calciques, la maladie véno-occlusive et l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. Alors, je voudrais juste rappeler que la circulation artérielle pulmonaire est une circulation qui se caractérise par un débit qui est élevé avec de faibles résistances. Alors, cette faible résistance ou cette caractéristique hémodynamique, elle est due au fait que la surface luminale de la paroi de l'artère, des branches de l'artère pulmonaire, qui est lisse, avec en même temps les résistances vasculaires de l'artère pulmonaire sont très faibles et ne représentent que 10% des résistances qu'on peut voir dans la circulation artérielle systémique. En même temps, les artérioles pulmonaires ne contribuent que faiblement à ces résistances. Donc, on a un régime qui est à haut débit et à basse résistance. Alors, d'un point de vue physiopathologique, si on peut se permettre une analogie, c'est que l'hypertension artérielle pulmonaire pour l'artère pulmonaire, c'est l'équivalent de l'athérosclérose pour les artères systémiques. L'athérosclérose pour les artères systémiques, elle a des facteurs de risque comme le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie, etc. Mais l'hypertension artérielle pulmonaire dans les artères pulmonaires de petit calibre, elle a aussi des facteurs de risque qui vont favoriser le développement de la maladie. Alors, ces facteurs de risque, nous avons les collagénoses, ce sont les maladies, les connectivites, les cardiopathies congénitales, l'hypertension portale, l'HIV, certains médicaments, la grossesse sont des facteurs de risque de cette maladie. En même temps, il y a des conditions d'une susceptibilité génétique, comme des mutations de gènes BMPR2 ou de morphologie. Ce sont des mutations de gènes qui vont commander des facteurs de croissance ou de prolifération cellulaire dans différents tissus de l'organisme. Mais la principale mutation, c'est la principale mutation au niveau du gène BMPR2. Mais il y en a d'autres qu'on va voir tout à l'heure. Alors, l'ensemble de ces facteurs de risque, ils vont conduire à une lésion endothéliale. Alors, dès qu'on parle de lésion endothéliale, la première idée qui traverse notre esprit, c'est la dysfonction endothéliale. Alors, quand on dit dysfonction endothéliale aussi, on parle d'un déséquilibre entre la sécrétion des substances vasodilatatrices produites par l'endothélium et les substances vasoconstrictrices
produite aussi par l'endothélium au profit des substances vasoconstrictrices. Donc, le résultat final qui va être au niveau des cellules musculaires lisses qui entourent la média de la paroi artérielle, c'est une vasoconstriction avec réduction du calibre. En même temps, à part l'effet vasomoteur de ces substances-là, vasoconstrictrices, on a un effet prolifératif au niveau, que ce soit au niveau de l'intima et au niveau des cellules musculaires lisses, au niveau de la média, l'ensemble conduit à une réduction de calibre et une vasoconstriction. À cette étape de la maladie, on peut dire que cette maladie, à cette étape-là, elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut agir, c'est bien sûr, c'est à partir de ces étapes-là qu'il y a eu production de certains médicaments qui vont agir à cette étape-là de la maladie pour soit la rendre réversible et revenir à un état basal, ou bien stabiliser ces lésions et empêcher le patient d'évoluer, la maladie d'évoluer vers un stade plus avancé. Alors, à défaut de traitement à cette étape-là, la maladie évolue vers une phase où il y a une prolifération très importante au niveau de l'intima et de cellules musculaires lisses avec formation de thrombus. Mais ce qui caractérise cette évolution chronique, ce sont ces lésions qu'on appelle des lésions plexiformes, qui sont très complexes au niveau des branches des artérioles pulmonaires et des artères pulmonaires de petit calibre, ce qui va ce qui va faire perdre la bonne réponse aux vasodilatateurs exogènes. Et donc, la maladie, à ce moment-là, devient irréversible et le pronostic est de plus en plus sombre. Alors, d'où où et comment commence l'hypertension artérielle pulmonaire? Comme on l'a dit tout à l'heure, la présence des facteurs de risque cardiovasculaire conduisait à une dysfonction endothéliale. Alors, pour mieux élucider cette dysfonction endothéliale, je vous propose de voir à gauche de l'écran ici, vous avez une lumière de l'artère pulmonaire de petit calibre. Vous avez la lumière qui est en blanc ici, et puis vous avez l'endothélium qui est un amas de cellules qui forment l'endothélium ici en noir, qui sont soudées entre elles. Et autour de ces cellules, vous avez en mauve ici, vous avez les cellules musculaires lisses qui constituent la média, et c'est ces cellules-là qui vont agir sur la vasomotricité, qui vont soit se contracter et donner une vasoconstriction, soit se dilater et donner une vasodilatation. Et autour de cette couche musculaire lisse, vous avez l'adventice ou des cellules fibroblastiques qui constituent le tissu conjonctif autour. Et bien sûr, vous avez des alvéoles pulmonaires, et c'est de là où se fait les échanges gazeux. Alors, à droite de l'écran, vous avez une artère pulmonaire d'un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire. Pour voir un peu la différence, regardez ici, vous avez l'intima qui est totalement obstrué par une prolifération exagérée des cellules endothéliales avec une réduction très importante de la lumière. Et puis autour, vous avez remarqué très bien une hypertrophie importante des cellules musculaires, de la couche musculaire lisse autour. Et puis, il y a une prolifération cellulaire aussi qui concerne l'adventice ou tout ce qui entoure les cellules musculaires de la média. Donc, l'hypertension artérielle pulmonaire, et c'est une pathologie qui va concerner les artères de petit calibre, pulmonaires de petit calibre et les artérioles. Alors, cette maladie va conduire à une élévation progressive des résistances vasculaires pulmonaires et de la pression artérielle pulmonaire, accompagnée d'une baisse du débit cardiaque et d'une hypertrophie, dysfonction VD progressive. Donc là, je reviens à un point très important. En 2015, les recommandations de la Société européenne de cardiologie avaient défini l'hypertension artérielle pulmonaire par un cathé droit de façon hémodynamique, par une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 25 mm de mercure au repos, avec une PCAP, une pression capillaire pulmonaire ou une pression de l'oreille gauche qui est inférieure à 15 mm de mercure et des résistances vasculaires pulmonaires strictement supérieures à 3 unités Wood. Alors, cette définition a été modifiée lors d'un congrès international de l'hypertension pulmonaire en 2018 et pour baisser un peu le cut-off de la définition de l'hypertension pulmonaire à 20 mm de mercure au repos, avec une baisse légère des résistances à 3 unités Wood. Tout cela pour faire un diagnostic précoce de l'hypertension pulmonaire et pour pouvoir traiter les malades précocement et éviter l'évolution vers la phase irréversible de la maladie et bien sûr sauver la vie des patients, améliorer leur pronostic. Alors, les principaux changements vasculaires au cours de l'hypertension artérielle, c'est surtout la vasoconstriction, la prolifération des cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses qui constituent la paroi des branches des artérioles pulmonaires, mais aussi la formation de thrombus. Alors, tout cela est dû à un déséquilibre entre la sécrétion endothéliale des substances vasodilatatrices et vasoconstrictrices, aussi les facteurs qui inhibent la croissance ou la prolifération cellulaire par rapport aux facteurs qui stimulent la multiplication cellulaire, et bien sûr aussi un déséquilibre entre les facteurs prothrombotiques et antithrombotiques. Tout cela est résumé dans ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale ou la lésion endothéliale.
Alors là aussi, on peut voir l'aspect d'une artériole pulmonaire chez un patient atteint d'une hypertension pulmonaire. Vous avez une prolifération intimale avec de la fibrose intimale qui va réduire la lumière de l'artère. Voici donc encore une fois l'hypertrophie musculaire lisse et l'hypertrophie, bien sûr, du tissu adventitiel avec de la fibrose autour. L'ensemble de cette prolifération anarchique des cellules des trois tuniques, elle va entraîner une baisse de l'élasticité de l'artère. Et quand on dit baisse de l'élasticité de l'artère, on parle d'augmentation des résistances vasculaires. Là, il y a une plaque très importante qui va nous montrer certains facteurs endothéliaux qui sont responsables de la vasoconstriction, comme l'endothéline, qui s'est retrouvée à un taux élevé chez les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique par rapport aux patients qui n'ont pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et si on prend les mêmes patients qui ont par exemple une sclérodermie, on fait le dosage de l'endothéline, on trouve que les patients qui ont une sclérodermie avec une atteinte vasculaire pulmonaire, ils ont une endothéline qui est beaucoup plus, une concentration plasmatique d'endothéline qui est plus importante que chez les patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire. Et c'est la même chose pour les patients atteints de cardiopathie congénitale. Avec une hypertension pulmonaire, ils ont un taux d'endothéline qui est plus important par rapport aux patients qui ont une cardiopathie congénitale sans hypertension pulmonaire. À savoir que l'endothéline est un facteur, bien sûr, c'est un médiateur de la maladie de l'hypertension artérielle, puisque c'est un puissant agent vasoconstricteur. C'est aussi un agent de prolifération cellulaire à tous les niveaux. Donc, il conduit à une hypertrophie des trois tuniques avec de la fibrose externe, une baisse de l'élasticité artérielle, et c'est un produit pro-inflammatoire. En même temps, la prostacykline synthase responsable de la synthèse de la prostacykline, donc, elle se retrouve à un taux qui est plus bas dans les artères pulmonaires de petit calibre et de moyen calibre de façon significative chez les patients qui sont atteints de l'hypertension pulmonaire par rapport à ceux qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire. Sachant bien que la prostaglandine, elle a quoi comme effet? Elle a un effet vasodilatateur et antiprolifératif et antithrombotique. Donc, la baisse de la synthèse des prostaglandines I2 chez un patient atteint d'hypertension pulmonaire, vous allez déduire qu'elle a un effet donc, vasoconstricteur et thrombotique et bien sûr de prolifération cellulaire responsable d'hypertrophie des tuniques de la média et de l'adventice, avec aussi un facteur pro-inflammatoire. Donc, on a une augmentation de l'endothéline, une baisse de la prostacykline, qui est un vasodilatateur. Maintenant, chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire, on a aussi une altération de la sécrétion ou de la production du monoxyde d'azote. Donc, au niveau des tissus vasculaires, on a une réduction de la sécrétion de monoxyde d'azote qui est un vasodilatateur. Donc, on aura donc une vasoconstriction locale, mais en même temps, on aura une augmentation du monoxyde d'azote dans les lésions plexiformes, dans les lésions qui sont très avancées de la maladie. Et on aura alors une prolifération cellulaire endothéliale, ce qui va encore aggraver le pronostic de ces patients. Alors, pour résumer les différents pathways de ces hormones, c'est que ou de molécules plutôt. Voici donc l'endothélium, des cellules endothéliales en gris. Vous avez l'espace sous-endothélial et vous avez en jaune les cellules musculaires lisses. Donc, si on prend le pathway de l'endothéline, par exemple, l'endothéline est produite par la cellule endothéliale. Elle a pour but, elle a des récepteurs de ce produit, donc après des transformations au niveau de la cellule, elle se transforme en endothéline 1. L'endothéline 1, qu'est-ce qu'il fait? Elle se fixe sur ces récepteurs au niveau de la cellule musculaire lisse, de la paroi de l'artériole pulmonaire, et elle produit donc une vasoconstriction. Donc, c'est un véritable vasoconstricteur. Alors, normalement, il devrait y avoir un équilibre entre les substances vasoconstrictrices et vasodilatatrices. Mais en tant que chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire, donc, ce déséquilibre est en faveur de la sécrétion de ces substances qui sont vasoconstrictrices. Donc, tout cela nous donne l'idée donc, de produire certains médicaments qui vont agir comme des inhibiteurs compétitifs de cette endothéline au niveau de ces récepteurs des cellules musculaires lisses qui constituent la média des artères pulmonaires. Donc, ces inhibiteurs ou ces antagonistes des récepteurs de l'endothéline font partie de la prise en charge thérapeutique des médicaments, de la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, lorsqu'ils vont inhiber ces récepteurs de l'endothéline au niveau vasculaire, ils vont entraîner une vasodilatation et ils vont avoir un effet antiprolifératif. Donc, cela pourrait améliorer donc, le pronostic des patients. Maintenant, si on prend la voie du monoxyde d'azote, le monoxyde d'azote qui est produit au niveau de la cellule endothéliale à partir de l'arginine, ce monoxyde d'azote se fixe sur les cellules musculaires lisses. Il aura donc un effet par action sur le GMP cyclique, un effet vasodilatateur et antiprolifératif, sauf que ce monoxyde d'azote, dans le cadre de l'équilibre, il est inhibé par la phosphodiestérase 5. Donc, c'est pour cela que les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 vont inhiber cette enzyme et donc vont augmenter la biodisponibilité du monoxyde d'azote au niveau de la cellule musculaire lisse, ce qui aura un effet vasodilatateur et antiprolifératif.
On passe maintenant à la voie de la prostaglandine I2, qui est produite par la cellule endothéliale à partir de l'acide arachidonique, sous forme de prostaglandine I2. Elle a une action sur l'AMP cyclique de la cellule musculaire lisse, une action qui est vasodilatatrice et antiproliférative. Donc, tout cela, ces différentes voies d'action au niveau des cellules musculaires lisses, ce sont des voies naturelles, ont permis donc d'élaborer et de produire certaines substances qui peuvent être considérées comme des molécules thérapeutiques dans l'hypertension pulmonaire. On passe maintenant à la présentation clinique. Alors, il faut savoir que, indépendamment des facteurs de risque et des conditions associées à la maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie qui est rare. On note 2,4 cas par million d'habitants, par million d'adultes par an. Et il y a une prédisposition génétique à cette hypertension pulmonaire. On a dit que tout à l'heure, la mutation la plus fréquente, ou les deux plus fréquentes, c'est la mutation du gène BMPR2. C'est un gène qui va agir sur des facteurs de prolifération des cellules osseuses. Et puis, il y a l'ALK1 aussi qui sont fréquents. Il y en a d'autres. Donc, il y a une prédisposition génétique, mais pas tous les patients qui ont des facteurs de risque de développer une hypertension pulmonaire vont le développer. Ce n'est pas parce qu'on a une sclérodermie qu'on va faire à 100% une hypertension pulmonaire. Il faut savoir que 15% des patients avec sclérodermie vont avoir une hypertension, développer une hypertension artérielle pulmonaire à long terme. Les patients qui sont exposés aux anorexigiennes, on aura 16% vont développer une hypertension artérielle idiopathique. Et chez les patients séropositifs, on n'aura que 0,5% de ces patients-là qui vont développer une hypertension pulmonaire. Alors, en ce qui concerne les différentes phases de l'évolution de la maladie, au tout début de la maladie, le patient est asymptomatique. C'est le but de définir les patients qui sont à haut risque et de reconnaître les facteurs de risque de la maladie pour essayer de faire un screening systématique chez les patients, notamment les patients qui ont des sclérodermies sans atteinte vasculaire. Ce qui est recommandé, c'est de faire une échographie tous les années pour détecter la maladie au stade avant l'apparition des symptômes pour pouvoir agir rapidement et éviter l'évolution vers le décès. La deuxième étape, c'est le début des symptômes. Alors, les symptômes, c'est souvent de dyspnée à l'effort, la fatigue, des palpitations, discret œdème des membres inférieurs. Et en fin de la maladie, vous pouvez avoir des signes, symptômes d'insuffisance cardiaque, surtout droite. On aura des signes droits sans signes gauche. Alors, je rappelle ici qu'on est devant une hypertension pulmonaire de type précapillaire. Puis enfin, la médiane de survie chez les patients non traités qui ont une hypertension pulmonaire est de 2,8 années, pratiquement 3 ans. Donc, à l'examen clinique, très important, on aura des signes d'insuffisance cardiaque droite, mais sans signe gauche, c'est ce qui est très en faveur d'une hypertension artérielle précapillaire, pulmonaire précapillaire, avec un souffle systolique au niveau de la valve tricuspide, un éclat de B2. Maintenant, je rappelle encore une fois la classification récente de cette hypertension artérielle pulmonaire qui fait partie de l'hypertension pulmonaire, mais c'est un groupuscule de maladies qui sont rares. Donc, les plus fréquentes, on va parler plutôt des hypertensions pulmonaires associées aux connectivites et aux cardiopathies congénitales, et le reste, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a ici, la classe fonctionnelle est importante à connaître, qui a été définie par l'OMS. Ça ressemble un peu à une YHA, mais c'est dans 4 classes qui va des patients qui sont asymptomatiques lors d'une activité physique ordinaire aux patients qui sont symptomatiques au repos avec des œdèmes des membres inférieurs et des signes d'insuffisance cardiaque droite. On va parler un peu de l'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales. Donc, en ce qui concerne l'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales, il existe alors plusieurs formes. On a les chats gauche-droit. Alors, les chats gauche-droit qui peuvent être simples ou complexes. Alors, les plus fréquentes, ce sont les CIV, puis les CIA, et en dernier lieu, c'est la persistance des canaux artériels. La taille de la communication interauriculaire ou bien du shunt est très importante. Et bien sûr, il impacte bien sûr le développement de l'hypertension pulmonaire. Alors, 3% des patients peuvent développer une hypertension pulmonaire lorsqu'ils ont une CIV qui est de petit calibre. Donc, une petite CIV peut se compliquer d'une hypertension pulmonaire d'environ 3%, alors qu'une CIV de 15 mm, 50% des patients auront une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, l'importance du shunt aussi va influencer bien sûr le développement de l'hypertension pulmonaire. Bien sûr, l'élévation du débit pulmonaire et l'augmentation de la pression pulmonaire moyenne entraînent un stress pariétal et donc une augmentation des résistances qui est très importante pour le développement de la maladie chez ce groupe de malades. Donc, on a les shunts gauche-droit les plus fréquentes, on a dit, c'est la CIV. Puis, en deuxième position, il y a les CIA. Et en dernier lieu, c'est les canaux artériels. Et puis, il y a une autre forme, c'est les cardiopathies complexes, comme la tétralogie de Fallot, le troncus arteriosus, la transposition des gros vaisseaux et les CIV.
Alors, on prend un petit mot pour la CIA. Donc, le tiers des cardiopathies congénitales, il représente le tiers des cardiopathies congénitales détectées à l'âge adulte. Bien sûr, là aussi, la taille du champ de la communication est importante. On a des petites CIA de moins de 2 cm ou des CIA larges de plus de 2 cm. Donc, au tout début, il n'y a pas de symptômes, mais le patient peut développer des symptômes au bout de 30 à 40 ans. Ce qui est important, c'est de calculer le QP sur QS, le débit pulmonaire sur le débit systémique. Lorsqu'il est supérieur ou égal à 1,5, cette CIA doit être fermée pour éviter l'évolution vers une hypertension pulmonaire et puis un Eisenmenger. Puis, pour la CIV, donc par contre, pour la CIV, c'est la cardiopathie congénitale la plus fréquente chez les enfants et chez les nouveau-nés. 25 à 40% se fait de façon spontanée à l'âge de 2 ans. La taille, bien sûr, de la CIV est importante et elle influe sur le développement de l'hypertension pulmonaire. Et puis, il y a le risque d'endocardite. Et puis, on a le rapport des résistances pulmonaires sur le rapport des résistances systémiques est important à calculer. Pourquoi? Parce on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de d'Eisenmenger, qui à la base est un shunt gauche-droit, grâce à un débit qui est important et une élévation des pressions pulmonaires, on aura une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires qui, une fois qu'ils vont dépasser les résistances vasculaires systémiques, on aura ce qu'on appelle une inversion du shunt, et c'est ce qu'on appelle donc le syndrome d'Eisenmenger. Alors, pour parler un peu du syndrome d'Eisenmenger, c'est un cas sur 150 adultes américains qui devraient avoir une cardiopathie congénitale. La prévalence du syndrome d'Eisenmenger n'est pas connue. Le premier cas a été rapporté en 1897. Alors, l'Eisenmenger ou le phénomène d'Eisenmenger est fréquent lorsqu'il y a des communications qui sont larges. Il faut savoir que 50% des CIV larges se développent d'une hypertension artérielle pulmonaire et seuls 10% des patients avec une CIV de n'importe quelle taille vont développer une hypertension pulmonaire. Les patients avec une CIA large, 10% des patients avec une CIA large vont développer une hypertension pulmonaire, alors que 4 à 6% des CIA, quelle que soit la taille de la CIA, vont développer un Eisenmenger. Alors, au tout début, l'enfant naît avec une CIA ou une CIV. Donc, on a un shunt gauche-droit. Le shunt gauche-droit, vous savez très bien que les pressions à gauche sont plus élevées que les pressions à droite. Et je ne fais pas le topo. Il y a une augmentation de la pression pulmonaire et du débit pulmonaire, ce qui crée un stress pariétal. Alors, ce stress pariétal, c'est l'équivalent d'une lésion vasculaire, ce qui provoque une dysfonction endothéliale avec une augmentation des substances vasoconstrictrices au lieu des substances vasodilatateurs. Donc, il y a un déséquilibre qui se crée. Alors, cet équilibre se fait vers une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Lorsqu'elle dépasse les résistances vasculaires systémiques, on aura une inversion du shunt qui devient droit-gauche avec une CNO. C'est le syndrome d'Eisenmenger. Donc, je vous fais part des complications du syndrome d'Eisenmenger. On va parler aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire maintenant chez les patients avec sclérodermie. Alors, je rappelle que la sclérodermie, c'est une maladie auto-immune chronique considérée comme une connectivite avec un dépôt de collagène au niveau de la peau et de plusieurs organes responsables de fibrose. Donc, sa pathogénie est très complexe, mais elle tourne autour de trois grands axes qui sont la vasculopathie, donc le remodelage vasculaire pulmonaire avec une augmentation des résistances. On aura de l'inflammation et de l'activation des auto-immunes, puisque c'est une maladie auto-immune, avec de la fibrose comme conséquence de cette activation inflammatoire et auto-immune. La dysfonction vasculaire, c'est un turnover de l'évolution de la maladie, puisque les patients, on va voir juste après que les patients avec sclérodermie, une fois qu'ils développent une hypertension artérielle pulmonaire, le pronostic devient plus sombre avec une mortalité très importante. Et en même temps, je voudrais aussi faire la part de deux formes de sclérodermie. Il y a la sclérodermie qui est diffuse avec cutanée diffuse et une sclérodermie avec atteinte cutanée limitée. Les atteintes vasculaires et l'atteinte pulmonaire et les atteintes aux organes sont plus fréquentes lorsqu'il y a une atteinte cutanée diffuse, dans la forme avec cutanée diffuse. Donc, 7 à 12% des patients avec sclérodermie vont développer une hypertension pulmonaire. Les principales complications pulmonaires de cette sclérodermie sont à la fois l'hypertension artérielle pulmonaire et la fibrose pulmonaire diffuse, qui sont les principales causes de décès. Les symptômes sont souvent de dyspnée, fatigue à l'exercice avec des pertes de connaissance, parfois des syncopes. Ce sont les principales plaintes des patients avec sclérodermie atteinte pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire doit être recherchée de façon très précoce au tout début du diagnostic des patients avec sclérodermie. Les guidelines recommandent une échographie annuelle pour rechercher à travers le fluidité, dépister une hypertension artérielle pulmonaire pour agir rapidement et éviter la catastrophe. En ce qui concerne l'hypertension pulmonaire au cours des autres connectivites,
Donc, elles ont des modifications histopathologiques qui sont pratiquement similaires à celles de l'hypertension artérielle idiopathique pulmonaire, mais les mécanismes physiopathologiques ne sont pas connus, mais le rôle du spasme ou du vasospasme pulmonaire pourrait jouer un rôle très important dans ce sens. Donc, dans la sclérodermie, donc, nous avons très bien dit que les complications pulmonaires principales sont l'hypertension artérielle et la pneumopathie interstitielle diffuse qui cause bien sûr le décès. Les patients qui ont une sclérodermie, qui ont développé une hypertension artérielle pulmonaire, ils ont un pronostic beaucoup plus simple que ceux qui ont une sclérodermie sans hypertension artérielle pulmonaire. Lorsqu'on a une hypertension pulmonaire artérielle qui est secondaire à une sclérodermie, ben on a un pronostic qui est plus fâcheux que lorsqu'on a une hypertension artérielle idiopathique pulmonaire, avec une mortalité 3 fois plus importante. Les symptômes sont pratiquement similaires, mais un fait très important qui concerne la sclérodermie, pourquoi on en parle souvent? Parce que lorsqu'on fait, bien sûr, il faut absolument faire une évaluation par cathétérisme cardiaque chez les patients qui sont suspects d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire sur une sclérodermie, après une échographie annuelle. Cette évaluation par cathé droit doit nous donner le profil hémodynamique complet du malade. Et bien sûr, même si ce cathé droit ne conclut pas à une hypertension artérielle pulmonaire qui est précapillaire, il faut savoir que les patients avec sclérodermie peuvent développer une insuffisance cardiaque gauche, donc une hypertension pulmonaire post-capillaire, mais cette insuffisance cardiaque, elle est plutôt diastolique. Donc, lorsque le cathé droit lorsque le cathé droit ne montre pas d'hypertension artérielle précapillaire, il y a certains auteurs ou certains laboratoires qui font une épreuve de remplissage au sérum salé. On met 500 cc à flot sur une voie veineuse périphérique et on réévalue les pressions pulmonaires capillaires au niveau de l'oreille gauche. Et figurez-vous qu'on peut avoir une augmentation brutale des pressions de remplissage à gauche diastolique. Donc, dans la sclérodermie, on a 2 formes d'hypertension pulmonaire qui peuvent survenir, à la fois précapillaire, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, ou parfois l'hypertension pulmonaire post-capillaire. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution naturelle de la maladie, donc, en résumé, l'hypertension artérielle pulmonaire, elle a un mauvais pronostic. C'est une maladie qui a une espérance de vie qui est courte. Dès qu'on fait le diagnostic non traité, on a une espérance de vie de 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc, les facteurs prédicteurs de ce mauvais pronostic, on a des facteurs qui sont fonctionnels, des facteurs qui sont cliniques, facteurs électriques, des facteurs biologiques et des facteurs écho et par KT. Nous avons la classe fonctionnelle NYH, de l'OMS ou de la NYHA, classe 4, est de mauvais pronostic. Le test de marche de 6 minutes, lorsqu'il est raccourci, donc c'est un facteur de mauvais pronostic. Alors, en cathé droit, lorsqu'on trouve une hypertension, une pression élevée au niveau de l'oreille droite, c'est un facteur de mauvais pronostic. Lorsqu'on a l'écho une dysfonction VD, mauvais pronostic. Au cathé, lorsqu'on a un index cardiaque qui est bas, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et le taux de BNP qui est très élevé est un facteur aussi de mauvais pronostic. Et bien sûr, à côté du pronostic lié à l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a aussi un pronostic qui est lié à l'étiologie de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, par exemple, dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, on a à 5 ans, par exemple, on perd 66% des malades. Donc, on a une survie de 34% à 5 ans. Donc, ça veut dire que 66% des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique vont décéder. Maintenant, si on veut comparer la mortalité ou plutôt la survie des patients en fonction d'étiologie de cette hypertension artérielle pulmonaire, on voit que les patients qui ont des cardiopathies congénitales ont un meilleur pronostic et le plus mauvais pronostic, c'est celui des patients séropositifs qui ont une mortalité bien sûr importante à 80% à 3 ans chez les patients séropositifs qui développent une hypertension artérielle pulmonaire. Alors, dans cette plaque, je voudrais attirer votre attention chez les patients qui ont une sclérodermie. Alors, quand on a une sclérodermie sans hypertension pulmonaire et quand on a une sclérodermie avec atteinte pulmonaire, en bleu, regardez que lorsqu'on a une sclérodermie avec atteinte pulmonaire, on a une mortalité qui avoisine 50% à 1 an. Donc, la moitié des patients décèdent à 1 an. C'est pour cela qu'il est très important et qu'on recommande vivement de faire un dépistage de l'hypertension artérielle pulmonaire chez les patients atteints de sclérodermie bien avant l'installation de l'hypertension artérielle pour pouvoir démarrer un traitement et à temps et retarder, voire empêcher l'évolution rapide de la maladie et donc la mortalité. Alors, je pense que pour conclure, l'hypertension artérielle pulmonaire
Donc, il se caractérise par une vasoconstriction, par de la fibrose, de l'inflammation, de l'hypertrophie et de la prolifération cellulaire. Elle est due à une dysfonction endothéliale ou une lésion endothéliale, secondaire à un déséquilibre entre la sécrétion des facteurs vasodilatateurs vasoconstricteurs au profit des substances vasoconstrictrices et un déséquilibre entre la sécrétion des facteurs qui inhibent la prolifération cellulaire et des facteurs qui sont pro-prolifératifs. Aussi à déséquilibre des facteurs antithrombotiques et prothrombotiques en faveur des éléments de la formation de la thrombose, ce qui détermine donc le développement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc l'hypertension artérielle pulmonaire, elle progresse de façon très rapide et elle a un pronostic qui est mauvais. Et bien sûr, son pronostic est souvent influencé par l'étiologie. Merci, je vous remercie. Merci, Rally. Donc, je vais prendre la parole. Je crois que Salim n'a pas pu nous joindre. Alors, je crois qu'on laissera les questions jusqu'à la fin. On va regrouper toutes les questions à la fin. Qu'est-ce que tu penses, Rally? Je n'ai pas entendu, madame, excusez-moi. Vous avez dit? Non, on laissera les questions à Bien la sûr, fin. bien sûr. Oui, ça serait bien que vous enchaîniez avec le traitement. Ok, donc moi je vais prendre la parole. Donc tu vas enlever ta présentation pour que je puisse. Ah oui, tout de suite, tout de suite. J'ai arrêté le partage. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Donc à moi de partager. À vous la parole, professeur Pell. Merci. Donc je suis en train de. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, madame. Madame. Ok. Donc, merci Rally. Donc, tu m'as facilité la tâche, effectivement. Je vais continuer sur ton plan pour la prise en charge des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire. Pardon. Voilà. L'hypertension pulmonaire, donc il est un terme général, c'est un ensemble de maladies. Donc, ces maladies affectent surtout les petits vaisseaux de la circulation pulmonaire et les symptômes sont non spécifiques. L'hypertension pulmonaire entraîne une insuffisance ventriculaire droite et la mort. Donc, très bien, on en a très bien parlé. Pourquoi il faut dépister et traiter précocement? Parce que, effectivement, les symptômes sont relativement retardés. Donc, le patient est asymptomatique. Et déjà à ce stade asymptomatique, vous voyez bien que le nombre de vaisseaux pulmonaires qui régresse. Le débit cardiaque, c'est vrai que commence à diminuer à partir des symptômes. La masse du ventricule droit qui va générer un effort pour lutter contre cette pression pulmonaire va commencer à se détériorer à un stade très jeune. La pression artérielle pulmonaire moyenne aussi commence à augmenter. C'est pour ça qu'il faut essayer de guetter et de chercher ces hypertensions artérielles pulmonaires relativement tôt. Donc, le diagnostic a été déjà discuté, est très difficile en raison de la non-spécificité des symptômes. Donc, le patient peut avoir une simple fatigue, comme il peut avoir une dyspnée, des douleurs thoraciques atypiques, une toux, donc des signes vraiment peu spécifiques. Ou des fois, il peut même faire certains signes un petit peu plus avancés, soit des étourdissements ou des lipothymies, des syncopes, voire des palpitations et des arythmies. Et à un stade avancé, il y aura ces signes qui sont plutôt des signes d'insuffisance cardiaque avec acide œdème des membres inférieurs et une cyanose, donc à un stade avancé. L'hypertension artérielle est classée en différents groupes. Je ne vais pas revenir, mais l'essentiel à retenir. Il faut d'abord éliminer les cardiopathies gauches, éliminer les cardiopathies pulmonaires et éliminer les obstructions chroniques pulmonaires, c'est-à-dire post-emboliques. C'est vrai, les mécanismes qui sont multifactoriels, ce n'est pas évident. Pour retenir l'hypertension artérielle pulmonaire, comme ça a été dit, idiopathique, héréditaire, etc. Alors, la définition. Donc, je vais un petit peu insister sur cet élément parce que c'est vrai que la définition actuellement, c'est 20 mm de mercure pour la moyenne. Mais attention, toutes les études ont été faites avec une pression artérielle moyenne supérieure à 25 mm de mercure. Donc,
Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment d'études pour au-delà de 20. On sait qu'entre 25 et 20, c'est une zone grise. Mais au-delà de 25, on peut parler à coup sûr d'hypertension artérielle pulmonaire. Au-delà de 20, on ne connaît pas vraiment l'effet des thérapeutiques parce qu'on n'a pas de recul et les études n'ont pas été faites avec ce cutoff. Quelles sont les lignes directrices donc, pour un algorithme diagnostic clair? Dès qu'on a des symptômes, des signes, des antécédents suggérant une hypertension artérielle pulmonaire, le premier examen à faire, c'est l'échocardiographie, bien entendu. L'échocardiographie, elle a l'avantage d'éliminer les autres cardiopathies gauches, notamment les valvulopathies ou les myocardites, etc. Mais aussi, une fois qu'on a éliminé ces cardiopathies gauches, il faut penser à éliminer les atteintes parenchymateuses pulmonaires, notamment par l'EFR, le TDM et voire la gazométrie artérielle. Donc, une fois on a éliminé ces deux grandes pathologies, on va se concentrer sur le reste. Il faut aussi éliminer les maladies post-emboliques. Et là, il faut une perfusion, une scintigraphie de perfusion et d'inhalation. Il faut qu'elle soit effectivement bien adaptée. Si elle n'est pas, il y a une inadaptation, c'est-à-dire qu'il y a la probabilité qu'il y ait une maladie post-embolique. Donc, il faut être vigilant pour poser le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. Et une fois on a éliminé ces trois grands diagnostics, on va se concentrer sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Et pour ça, il faut faire le KT. Le KT droit, bien entendu, c'est pour dire que les pressions artérielles pulmonaires vont être 25 ou 20 mm selon les dernières recommandations, une papo inférieure à 15 et des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 3 unités. Et aussi, dans dans ce cathétérisme, il faut faire ce qu'on va en parler tout à l'heure, le test pour voir est-ce que le patient, il y a une réversibilité aux inhibiteurs calciques ou pas. Donc, le test ONO, on en parlera tout à l'heure. Et une fois qu'on a ce diagnostic, on va commencer à réfléchir pour le traitement. Pour l'échocardiographie, donc, surtout, on tient compte sur l'insuffisance tricuspidienne. Quand tu es inférieur à 2,8, la probabilité est faible. Donc, la vitesse inférieure à 2,8 mètres par seconde. Quand le pic est entre 2,9 et 3,4, la probabilité est moyenne, mais la probabilité est forte quand ce pic est supérieur à 3,4 mètres par seconde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'échocardiographie va éliminer les valvulopathies, les cardiomyopathies et les pathologies, les troubles congénitaux. Le diagnostic de l'HTAP est confirmé par le KT. Le KT, donc, pour trouver une pression artérielle pulmonaire supérieure à 25 ou supérieure à 20 mm selon les dernières recommandations, et on confirmera l'hypertension artérielle par une pression moyenne supérieure à 20, une papo inférieure à 15, des résistances supérieures à 3, et on va exclure aussi les autres causes précapillaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument faire le test de Hainaut pour dire que le patient est réversible ou pas réversible à Hainaut pour donner ou ne pas donner les inhibiteurs calciques. Alors, comment on va prendre en charge ces patients? Ces patients doivent être pris en charge selon le risque de mortalité. Alors, le risque de mortalité estimé à 1 an, moins de 5%, on parle de risque faible, entre 5 et 10% risque intermédiaire, au-delà de 10%, c'est un risque élevé. Sur quoi ces facteurs ont été évalués? Ces facteurs ont été évalués sur l'évaluation clinique, la capacité d'exercice et la fonction ventriculaire droite. Les signes cliniques, c'est les signes d'insuffisance cardiaque droite, les symptômes, la progression des symptômes, syncope ou la capacité fonctionnelle selon l'OMS, on peut dire selon la dyspnée de la NYHA, et le test de marche de 6 minutes. La capacité d'exercice, surtout avec le VO2 max, que malheureusement on n'a toujours pas encore au service. Donc le pic de VO2, quand c'est supérieur à 15 mm par minute
par kilo, c'est un risque faible. Quand c'est inférieur à 11, c'est un risque très élevé. Et finalement, la fonction VD, par le niveau plasmatique de NT-proBNP ou de BNP, donc avec ces cutoffs que vous voyez devant vous, l'imagerie, surtout l'échographie. Donc, quand on a une surface de l'oreillette droite moins de 18 cm², c'est un risque qui est faible. Au-delà de 26 cm², c'est un risque élevé et quand il y a un épanchement péricardique associé. Et les tests hémodynamiques, donc, surtout l'index cardiaque avec la pression au niveau de l'oreillette droite et la saturation veineuse en oxygène. Pourquoi ce risque? Ce risque a été confirmé par plusieurs registres. Un des registres, c'est le SPAR. Effectivement, vous voyez très bien que cette courbe de survie ou de mortalité, quand le patient est à un risque faible, vous voyez que sa survie reste élevée. Dès que le risque est élevé, vous voyez bien que la survie, elle baisse. Donc, c'est très important de stratifier ce risque. Il y a d'autres études, cette étude REVEAL qui est très facile, qui se base sur simplement la capacité fonctionnelle ou la dyspnée. Vous voyez très bien que la capacité fonctionnelle stade 1 et 2, c'est un bon pronostic. Dès qu'on arrive au stade 3 et 4, vous voyez bien que la survie baisse. Et il y a un autre registre qui est intéressant, à mon sens, c'est que ce registre français qui ont évalué et plutôt qui ont donné des critères de faible risque. Ces critères de faible risque, c'est quand la capacité fonctionnelle est stade 1 ou 2, quand la marche ou les 6 minutes de marche au-delà de 440 mètres, et quand le NT-proBNP est inférieur à 300 ou le BNP inférieur à 50. Donc, quand ces trois critères sont présents, le risque ou l'évolution est très bonne. Donc, c'est un risque faible. Dès qu'on a moins de critères, donc 2 critères, vous voyez bien que la survie diminue, et quand il n'y a aucun de ces 3 critères, vous voyez bien que la survie baisse. Donc, c'est la même chose, ce registre de Compera, qui a évalué la même chose sur les critères donnés par le registre français. Bon, une fois qu'on a évalué le risque de ce patient, on va traiter. Comment on va traiter ces patients? Bien sûr, il faut commencer d'abord par les mesures générales. Les mesures générales, c'est l'activité physique. Mais cette activité physique, il faut savoir trouver la balance correcte entre l'activité physique intense, qui risque de donner une mort subite, et la sédentarité, qui risque encore d'aggraver au niveau des signes fonctionnels de ces patients. Donc, l'adaptation physique doit être adaptée pour chaque patient. La grossesse est contre-indiquée parce qu'effectivement, elle est néfaste aussi bien pour la maman que pour le bébé. Et on sait que le risque de décès de la maman est aux environs de 30% si la grossesse a été entamée. Il faut éviter les bêta-bloquants parce que les bêta-bloquants diminuent le débit cardiaque et aggravent encore la situation de l'hypertension artérielle pulmonaire. D'autres mesures générales, c'est les voyages. Il faut éviter d'aller au niveau d'altitude, notamment quand les altitudes sont élevées au-delà de 1500 mètres. Donc, c'est fortement déconseillé. La chirurgie, il faut vraiment prendre en considération cette maladie parce que l'anesthésie générale est à risque. Il faut absolument que le réanimateur prenne en charge cette pathologie. Et par contre, les vaccinations, il faut les encourager, aussi bien les vaccinations antigrippales, pneumococciques sont recommandées. Concernant la contraception, ce qu'il faut proposer pour la parturiente ou la patiente, c'est la progestatif microdosée qui sont les meilleurs. Les dispositifs intra-utérins peuvent être demandés, cependant, ils ont quand même un risque de réactions vasovagales qui peuvent être très mal tolérées. Donc, si on peut ne pas les proposer et proposer le progestatif, c'est encore mieux. Et les œstroprogestatifs sont contre-indiqués. D'autres mesures générales, c'est les anticoagulants. Les anticoagulants, on a beaucoup d'études sur les AVK, ou avec un INR entre 1,5 et 2,5. Concernant les AOD, il y a une interaction entre les AOD et surtout avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de l'AMM pour les AOD dans l'HTAP.
Les diurétiques, ils sont utilisés quand il y a des symptômes, notamment une congestion, soit le spironolactone ou le furosémide. L'oxygénothérapie de longue durée est recommandée en cas d'hypoxémie sévère, c'est-à-dire quand la PaO2 est inférieure à 60 mm de mercure. Alors, les inhibiteurs calciques, comme on a dit tout à l'heure, sont des médicaments qu'on peut utiliser dans les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques, héritables ou induites par les médicaments toxiques. Mais il faut que la personne, donc, qu'il y ait une réponse positive au test de vasodilatation NO qui doit être réalisé au cathé droit. Donc, ils n'ont pas d'intérêt s'il n'y a pas une réponse positive au NO. On arrive au traitement spécifique de l'hypertension artérielle. Dr Benouna m'a facilité la tâche parce qu'effectivement, il y a les trois voies. La voie du NO, la voie de l'endothéline et la voie des prostaglandines. Donc, on va commencer par la voie de NO. Dans la voie de NO, donc, on va commencer par les inhibiteurs de la phosphodiesterase. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase, donc le chef de file, c'est le sildenafil. Sildenafil, l'inconvénient, c'est qu'il faut le donner 3 fois par jour, 20 mg 3 fois par jour. Et donc, il est efficace chez les patients qui sont dans la classe 2 ou 3. Et surtout, il n'y a pas d'effet secondaire hépatique. Donc, par contre, ils sont contre-indiqués s'il y a une insuffisance hépatique sévère, s'il y a des antécédents d'AVC ou d'IDM, et si dans les neuropathies optiques ischémiques antérieures non artéritiques. Donc, il faut essayer de chercher ces pathologies avant de les prescrire. Donc, ils sont prouvés dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, héritable ou associée à une connectivité. Le tadalafil donc, est aussi un bon médicament parce qu'il a comme avantage, c'est qu'une seule prise, il peut prendre le patient 40 mg en une seule prise. Les indications, les effets secondaires et les contre-indications sont comparables au sildenafil. Deuxième grand volet, c'est les stimulateurs de la guanylate cyclase. Ces stimulateurs de la guanylate cyclase, appelés aussi riociguat, on peut les donner par voie orale. La même chose ici, donc il faut les donner 3 fois par jour, donc 1 mg 3 fois par jour. Et il faut les titrer. Donc il faut augmenter progressivement de 0,5 mg toutes les 2 semaines. Et dose maximale donc, est de 2,5 mg 3 fois par jour. Donc, commercialisé sous le nom d'Ampas. Il est utilisé dans l'hypertension artérielle pulmonaire en classe fonctionnelle 2 ou 3, en monothérapie, mais surtout en association avec les agonistes des récepteurs de l'endothéline. Il n'y a pas, dans toutes ces études dont je viens de parler, il n'y a pas de données efficaces sur la morbimortalité. Il n'y a de données que sur les signes fonctionnels ou la qualité de vie. Donc, je passe au grand volet, c'est de l'endothéline. Les antagonistes des récepteurs de l'endothéline font partie, effectivement, c'est une grande classe thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça a été déjà expliqué, l'endothéline, elle est très élevée chez les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire au niveau du plasma et au niveau du poumon. Et cette endothéline est à l'origine du dysfonctionnement endothélial. Et ce dysfonctionnement endothélial va enclencher l'hypertension artérielle par un remodelage vasculaire, aussi bien structurel que dynamique des deux poumons. Donc, cette endothéline qui est un puissant vasoconstricteur, il va favoriser ce remodelage. Et c'est pour ça qu'il faut bloquer la voie de l'endothéline par les médicaments. Donc, le chef de file, c'est l'Opsimut ou ce qu'on utilise dans le service. Donc, ces études depuis 2002, donc, ils sont passées par plusieurs phases, la phase préclinique, phase 1, phase 2 et phase 3 dont je vais parler, qui est le grand essai qui, effectivement, le premier essai qui a étudié la morbimortalité dans l'hypertension artérielle, pour parler après des données dans le monde réel. L'Opsimut a eu l'approbation de la FDA américaine en 2013 et l'approbation européenne en 2014. Alors, l'étude de Séraphin
qui a utilisé comme parmi les critères dont je vais parler tout à l'heure, la morbimortalité à long terme comme critère d'évaluation. Cette étude, donc, dans le plan, elle est suivante. Donc, le macitentan 10 mg une fois par jour, macitentan 3 mg une fois par jour et placebo. Et comme critère principal pour évaluer ce médicament, c'était soit le décès de toute cause, soit la septostomie auriculaire, soit une transplantation pulmonaire, soit initiation au prostanoïde IV ou aggravation des symptômes, à savoir une diminution de 6 minutes de marche, une aggravation des symptômes avec augmentation de la fréquence cardiaque et apparition des signes d'insuffisance cardiaque, ou donc on a besoin d'ajouter d'autres médicaments parce qu'on n'est pas efficace. Cette étude de Séraphin a évalué plusieurs types de patients. Il y a des patients qui étaient sous monothérapie déjà, dans à peu près 64%, et des patients qui étaient naïfs, dans 36%. Donc, l'efficacité, on va la voir, était très bonne pour les deux catégories. Elle a étudié aussi les patients, 50% dans la capacité fonctionnelle stade 2 et 50% à peu près, 46% dans la capacité fonctionnelle stade 3. Et aussi, elle a été utilisée dans plusieurs pathologies idiopathiques, VIH, les cardiopathies congénitales et autres. Cette étude Séraphin a montré effectivement qu'il y a une diminution de la morbidité et de mortalité par rapport au placebo de 45%. Et ceci aussi bien pour l'hypertension artérielle idiopathique et d'autres étiologies, dans les thrombotiques et aussi dans les congénitales. Indépendamment de la classe fonctionnelle, l'Opsimut a montré qu'il y a une nette diminution et encore plus manifeste quand la classe fonctionnelle est au stade 3 et 4. Vous voyez bien qu'il y a un écart net entre les patients qui étaient sous médicaments actifs que les patients qui étaient sous placebo. Et aussi, il y a une diminution de l'hospitalisation. Donc, un patient sur deux n'est pas hospitalisé quand il est sous Opsumit par rapport aux patients qui étaient sous placebo. Mais aussi les signes fonctionnels et la biologie, on voit très bien les patients qui étaient sous Opsumit, il y a une diminution de NT-proBNP par rapport aux patients qui étaient sous placebo, une amélioration de la 6 minutes de marche, une amélioration de l'index cardiaque et une amélioration de la capacité fonctionnelle. Et aussi, donc, on voit que les patients tolèrent très bien ces médicaments parce que jusqu'à plus de 7 ans, les patients ont été bien tolérés et il y avait 63% des patients qui sont toujours sous traitement et qui le prennent toujours. Donc, la tolérance est bonne. Il est bien toléré parce que, effectivement, quand on compare les effets indésirables entre placebo et Opsumit, il n'y a pas beaucoup de différence. Les œdèmes des membres inférieurs, pratiquement similaires. Les bilans hépatiques est pratiquement similaire. C'est vrai qu'il y a plus d'arrêt, mais il n'y a pas vraiment d'effet indésirable supérieur chez les patients qui étaient sous Opsumit par rapport aux patients qui étaient sous placebo. Et le taux de survie sont similaires à 2 ans chez les patients des différentes pathologies, donc des différentes étiologies. Comme vous voyez bien, ici, l'hypertension artérielle avec le lupus, maladie thromboembolique, idiopathique, sclérodermie, donc ils sont tous, ont été tous pris en charge par l'Opsimut et la réponse est toujours bonne. C'est vrai que pour la sclérodermie, la réponse est moindre que par rapport aux autres. Et aussi, donc, ça a été comparé selon l'âge. Quand l'âge est moins de 65 ans et quand l'âge est supérieur à 65 ans, c'est similaire. Donc, on peut les utiliser chez le sujet âgé et le sujet moins âgé. Alors,
l'évaluation de l'oxymute concernant le ventricule droit. Donc, cette étude repère, effectivement, a évalué l'oxymute et elle a été faite par l'IRM surtout et par le caté droit. Donc, titrage qui était fait après 28 jours et puis après 26 semaines après et puis 52 semaines après, sous bien entendu massitantan ou oxymute. Et les résultats sont les suivants. Vous allez voir qu'il y a effectivement il y a une diminution de plutôt une augmentation du volume d'éjection systolique du ventricule droit de plus de 30% et une résistance des vasculaires pulmonaires une réduction de 37% par rapport au placebo, donc avec des valeurs statistiquement significatives. L'étude Optima, elle a comparé le traitement combiné avec le tadalafil ou tadalafil tout seul, et vous allez voir que la combinaison de ces deux médicaments est meilleure que si on donne un seul médicament. Donc, on voit très bien ici que la combinaison est meilleure que quand le patient est uniquement sous tadalafil, aussi bien pour les résistances vasculaires pulmonaires que pour le NT-proBNP. La même chose pour la capacité fonctionnelle, effectivement, que la combinaison est meilleure. Donc, on vient de voir la voie de Hainaut, on vient de voir la voie de l'endothéline. Maintenant, on va voir la voie de la prostaglandine. Dans la voie de la prostaglandine, on va d'abord commencer par les agonistes des récepteurs hypénoprostanoïdes. Donc, Uptravi, c'est l'Exipag, qui est un nouveau médicament qu'on espère l'avoir bientôt au CHU. Il est déjà disponible au CHU de Rabat et de Marrakech et on espère l'avoir dans notre centre hospitalier. Donc, c'est un médicament oral aussi, efficace pour l'hypertension artérielle. Et la grande étude, c'est l'étude de Griffon, qui est passée par plusieurs étapes, la même chose, des études précliniques jusqu'au cet essai Griffon dont je vais parler et les données du monde réel. Et ils ont eu l'approbation américaine en 2015 et l'approbation européenne en 2016. L'approbation américaine donc, a donné son indication dans les hypertensions artérielles pulmonaires donc du groupe 1 et les patients qui sont avec une capacité fonctionnelle 2 et 3 de l'OMS, mais aussi donc l'hypertension artérielle des maladies thromboemboliques, idiopathiques, héréditaires et congénitales. Et aussi, donc, l'approbation aussi indiquée donc, avec association chez les patients qui sont insuffisamment contrôlés avec les antagonistes des récepteurs de l'endothéline ou les inhibiteurs de la phosphodiesterase, soit en monothérapie chez les patients qui ne sont pas candidats à ces médicaments. Mais en général, on les donne en plus, sauf s'il y a contre-indication aux médicaments précédents. Donc, l'ajout de l'Uptravi est recommandé chez les patients à risque intermédiaire. Donc, quand le risque est faible, en général, on donne les autres médicaments, mais dès que le risque est moyen ou élevé, on peut aller ou donner ce médicament et la triple combinaison générale donc pour les risques élevés. Donc, il doit être intensifié s'il y a encore des signes de risque intermédiaire. Alors, l'essai Griffon, qui est un essai aussi de la mortalité et qui est donc qui avait comme objectif, comme je viens de dire, de la morbimortalité à long terme. Donc, le délai entre le premier événement de morbidité et mortalité jusqu'à la fin de l'essai chez les patients atteints d'HTAP. Alors, cette étude, donc, d'abord, après un filtrage 28 jours, on donne l'Uptravi à 200 mg d'abord, et puis on va augmenter progressivement jusqu'à arriver à 1600 mg. Donc, on prend les paramètres mesurés à 26 semaines, et puis on va prendre les paramètres à la fin de l'essai. Et puis, quel est le paramètre principal? La même chose que le précédent, c'est-à-dire s'il y a
un décès de toute cause, besoin d'une transplantation pulmonaire ou d'une septostomie auriculaire, ou la mise en place d'une thérapie prostanoïde à base d'IV, ou quand il y a une hospitalisation ou aggravation des symptômes, notamment les signes fonctionnels qui s'aggravent ou le test de 6 minutes qui diminue. Même chose pour l'étude Griffon, donc ça a été utilisé chez les patients qui étaient déjà sous traitement, donc uniquement 20% qui étaient des naïfs, mais dans les 80%, il y avait 33% qui étaient sous bithérapie et 15% qui étaient sous monothérapie, plutôt 15 plus 32 qui étaient sous monothérapie. La même chose, pratiquement moitié-moitié était moitié sous classe 2 et moitié classe 3. Et les différents groupes qui ont été utilisés, la même chose, plusieurs étiologies ont été testées. Donc, la thérapie par l'Uptravi réduit le risque de mortalité par rapport à l'association, bien sûr, placebo avec les antagonistes des récepteurs l'endothéline avec les inhibiteurs de la phosphodiesterase. Donc, l'association Utri-thérapie améliore le risque de 37%. Donc, les données du monde réel. Alors, les données du monde réel, c'est qui étaient donc sur le registre SPHERE, a montré qu'il y a une amélioration des risques, soit donc il y a maintien du risque de 63%, une amélioration de 22%, et c'est vrai que des personnes qui sont restées aggravées dans 15%. D'ailleurs, quand on voit sur ce schéma, il y a effectivement des patients qui passent du risque intermédiaire vers le risque faible et des patients du risque élevé vers le risque moyennement élevé. Donc, c'est pour ça qu'ils préconisent d'associer initialement la trithérapie dans les plus brefs délais dès le risque intermédiaire. Alors, la difficulté, c'est le titrage. Effectivement, le titrage, il permet aux patients d'atteindre leur dose personnalisée. Il faut gérer ces patients. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires de ce médicament. Donc, on commence par une petite dose de 100 mg et puis on va augmenter progressivement selon la tolérance des patients. Dès qu'il y a une mauvaise tolérance, on va diminuer et revenir à la dose précédente. Et puis après, on gardera la dose d'entretien du patient 2 fois par jour. Donc, l'objectif, effectivement, ce n'est pas obligatoirement d'arriver à 1600 mg, mais d'arriver à la bonne dose. Les effets secondaires, c'est vrai qu'ils sont relativement importants, on va en parler, de la voie de la prostacycline. Mais s'il y a les effets secondaires, ça veut dire qu'effectivement, il y a un signe d'activation efficace des récepteurs. Et ceci aide à déterminer la dose personnalisée. Et on sait très bien qu'il y a certains effets secondaires qu'on peut remédier, comme les effets, par exemple, gastro-intestinaux, de diarrhée, par des médicaments symptomatiques, etc. Les effets secondaires se stabilisent souvent une fois le patient atteint sa dose d'entretien personnalisée. Donc, ces effets secondaires, la majorité, comme je viens de dire, on peut les gérer, comme effectivement les nausées, les douleurs de la mâchoire par les antalgiques, les myalgies aussi, les vomissements, les rougeurs de visage. Donc, sont des symptômes qu'on peut gérer par des médicaments, des antalgiques ou des traitements symptomatiques du symptôme. Donc, il est important de présenter correctement le médicament au patient parce que dès qu'on parle d'effets secondaires, le patient ils sont un petit peu réticents. Il faut absolument leur expliquer qu'il y a un avantage à court terme, comme le statut de risque qui est amélioré. On passe du risque élevé au risque intermédiaire ou du risque intermédiaire au risque faible. Il y a une diminution du taux de NT-proBNP et aussi à long terme, il y a une réduction de la morbidité, une diminution de l'hospitalisation et meilleurs résultats à long terme. Donc, il faut expliquer correctement les effets secondaires et qu'on peut les gérer et que le patient peut prendre le médicament à la dose tolérée. Donc, on vient de voir les prostaglandines. Maintenant, ça nous reste les analogues PGI2. Alors, les analogues de la prostacycline, c'est les médicaments qu'on utilise surtout
à la phase finale parce que ce sont des médicaments très chers et surtout difficiles à manipuler. Parmi ces éléments, parmi ces médicaments, c'est l'époprosténol, le Flolan, qu'on peut donner par infusion. Demi-vie courte, 3 minutes. Vous voyez bien qu'il faut donc une perfusion continue. Donc surtout les stades avancés et voie veineuse IV continue. Et la dose doit être entre 25 et 45 grammes par kilo par minute. Donc c'est un traitement qui est relativement complexe et surtout coûteux. Donc, effets secondaires sont fréquents, bien entendu, avec tous les prostaglandines, tous les effets secondaires qu'on a vus tout à l'heure. Les complications sont sévères. C'est une thérapeutique complexe, incontournable et coût élevé. Donc, c'est pour ça. C'est un traitement de référence dans les formes les plus sévères. Il y a le tréprostinil, ou le romidulin, qui est administré en continu, soit par voie sous-cutanée, soit par voie intraveineuse. Donc, il donne des douleurs surtout au point d'injection. Et c'est vrai, il y a pas mal d'effets secondaires. Donc, aussi, on le réserve pour des stades très avancés. Donc, on les utilise dans les HTAP idiopathiques ou les HTAP héritables. Et les derniers, c'est l'hyéloprost qu'on peut administrer par inhalation. Là aussi, il faut le donner plusieurs fois par jour, 6 à 8 fois par jour, donc des inhalations répétées. Il y a aussi comme effet secondaire la toux et la vasodilatation, donc ce sont les principaux effets secondaires. Et ils sont approuvés dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique et l'hypertension artérielle pulmonaire héritable. Donc, comment faire cette stratégie thérapeutique? La stratégie thérapeutique, un patient naïf de traitement. Donc, une fois l'HTAP confirmé par un expert, bien sûr un centre d'experts, bien entendu les mesures générales et en premier lieu. Puis après, il faut faire le test de vasoréactivité. Si le test est positif, on va donner les inhibiteurs calciques. Il n'y a pas de réactivité, donc il faut évaluer le risque. Le risque faible, le risque intermédiaire ou le risque élevé. Si c'est un risque faible, on peut, donc l'indication limitée à la monothérapie dont je vais parler. Un risque intermédiaire, il vaut mieux démarrer par une combinaison orale. Et le risque élevé, en général, on peut commencer par une trithérapie, voire même on peut arriver à la prostacycline IV et envisager un bilan de pré-transplantation. Après 3-6 mois de traitement, toujours une surveillance 3 à 6 mois, patient sous traitement bien équilibré, on le surveille. Le risque, donc le faible risque, est suivi structuré, donc on le voit toutes les 3-6 mois. Si le risque il s'aggrave, dans ce cas, il faut envisager un bilan de pré-transplantation. Et le traitement médical maximal et l'inscription sur la liste de transplantation doit être effectivement de mise si le risque reste élevé et sans réponse. À qui prescrire à la monothérapie? Seulement chez les patients répondeurs au test de vasoréactivité en aigu et stabilisés sous dose maximale tolérée. Ceux traités et stabilisés sous monothérapie depuis 5 à 10 ans. Les patients âgés de 75 ans avec de multiples facteurs de risque en rapport avec une insuffisance cardiaque gauche autre, c'est-à-dire comorbidité, et patients chez qui l'on suspecte une maladie véno-occlusive pulmonaire et une angiomatose capillaire pulmonaire, les cas d'hypertension pulmonaire liés à une infection par le VIH, hypertension portale, les patients présentant une forme très légère de la maladie, dans ce cas, ceux pour qui la bithérapie est contre-indiquée. Donc, on peut éventuellement donc garder la monothérapie. Mais si ce n'est pas suffisant, bien entendu, la bithérapie reste le meilleur traitement. Comment on va surveiller ces patients? Donc, il faut évaluer les signes fonctionnels, le CG, le test de marche de 6 minutes, l'épreuve d'effort, l'écho, les labos, le NT-Pro et BNP, gazométrie artérielle et le cathétérisme cardiaque. Sur la base, bien entendu, et selon la suite, 3 à 6 mois ou tous les 6 à 12 mois si c'est bien équilibré. Mais s'il y a un changement thérapeutique, il faut réévaluer. Et en cas d'aggravation, il faut réévaluer. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'hypertension artérielle est une maladie rare et évolutive avec un mauvais pronostic. Donc, même si la prévalence et l'incidence n'est pas très élevée, elle est quand même de mauvais pronostics à court et à moyen terme. Elle est sévère et progressive. La prise en charge, elle est complexe et la survie médiane estimée à 2
2 ans et demi si le patient n'est pas traité. Voilà, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Merci, Madame Appel, pour votre présentation qui était claire, détaillée. Si vous voulez qu'on regarde les questions pour la fin et on donne Oui. la parole à Dr Karim Mounawir pour qu'il présente. Oui. D'accord. D'accord, je vais essayer de partager mon écran. Essayez de partager. C'est bon? Vous arrivez à voir l'écran? Oui. Très bien, Bon. vas-y. D'accord. D'accord, merci. Dr Karim, Alors, vous parlez de l'hypertension pulmonaire, l'expérience du service. Vas-y. merci beaucoup, cher maître. Donc, cher maître, chers confrères, permettez-moi de vous présenter l'expérience de notre service de cardiologie au CHU de Casablanca à propos du registre de l'HTAP. Donc, avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier notre chef de service, professeur Bell, ainsi que notre cher maître, professeur Dliril Blouna et professeur Haros, sans oublier le laboratoire Jensen pour leur participation dans la formation continue des résidents et internes du service. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire, bien qu'elle est rare, cette pathologie a connu des progrès très importants au cours des 15 dernières années, avec des nouvelles recommandations en 2015 par la Société européenne de cardiologie et au cours du 6e congrès mondial de l'hypertension pulmonaire qui s'est déroulé à Nice entre le 27 février et le 1er mars 2018. Donc, le diagnostic et la classification des hypertensions pulmonaires ont été au centre des débats de plusieurs symposiums au cours de ces 40 dernières années, notamment à Genève en 1973, à Évian en 1998, à Venise en 2003, à Dana-Point en 2008 et à Nice en 2013 et encore à Nice en 2018 au cours du 6e congrès mondial. Donc, la classification de l'HTAP a été révisée lors du dernier congrès. Elle permet de définir des sous-groupes d'HTP ayant des mécanismes, des caractéristiques cliniques et des options thérapeutiques qui sont communs. Le groupe 1 correspond à l'hypertension artérielle pulmonaire qui est proprement dite, ce groupe qui est particulièrement traité dans notre registre. C'est une maladie qui est grave, qui doit être traitée avec une survie estimée à 60% à 5 ans dans les HTAP idiopathiques, héritables ou induites par des médicaments ou des toxiques. Parlons maintenant de notre expérience au service de cardiologie. Alors, notre équipe est pluridisciplinaire regroupant les 3 spécialités. La cardiologie avec la collaboration, bien sûr, de notre chef de service, professeur Bell, le service de médecine interne et enfin la pneumologie. Quelle est notre démarche diagnostique en pratique courante? L'évaluation initiale du malade passe par regrouper les signes cliniques spécifiques de l'HTP, essentiellement la dyspnée et la syncope, après avoir fait un interrogatoire qui est minutieux afin de déceler une prise médicamenteuse, toxique ou bien un contexte familial d'HTP. Le TT prend le relais dans cette démarche diagnostique, puisqu'elle peut éliminer une cardiopathie gauche, notamment une dysfonction systolique, diastolique ou bien une valvulopathie, ou bien une cardiopathie congénitale pouvant expliquer cette HTP et s'arrêter d'emblée dans cette étape, car on aura une réponse à notre question. Si on ne tranche pas, l'angioscanner thoracique est réalisé pour éliminer les causes thromboemboliques avec étude bien sûr du parenchyme pulmonaire, pour éliminer les groupes 4 et 3 respectivement. On demande également une échographie abdominale afin d'éliminer l'hypertension portale et on complète par les sérologies un bilan immunologique complet. Finalement, une place très importante pour le côté droit pour confirmer le diagnostic avant de démarrer le traitement spécifique. Donc, l'évaluation clinique du malade est insérée dans notre dossier médical de l'HTAP. La nouveauté cette année, c'est que tous les dossiers du registre de l'HTAP sont actuellement informatisés et comportent une observation médicale complète avec les bilans paracliniques réalisés ainsi que la fiche d'évolution du malade dans 3 mois et 6 mois de traitement, y compris le macitentan qu'on dispose dans notre service. Par la suite, l'évaluation paraclinique comportant le bilan de base. Le CG, qui est ni sensible ni spécifique du diagnostic, n'est pas également un examen de dépistage, mais il est évocateur d'HTP s'il met en évidence des signes d'hypertrophie ventriculaire et auriculaire droite. Ce dernier, néanmoins, peut mettre en évidence des troubles de rythme supraventriculaire qui se voient plus volontiers dans les formes sévères et sont le témoin de la sévérité de la maladie. La radiothorax montrera des signes indirects de l'HTP,
peut mettre en évidence des anomalies parenchymateuses en cas de pathologie pulmonaire qui est associée, le TT qu'on va détailler par la suite, les sérologies ainsi que le bilan immunologique qu'on vient de citer, et finalement, le bilan biologique standard, y compris les BNP, qui rentrent dans la stratification du risque des maladies suivies. Le dépistage de l'HTP a confirmé par mesure invasive des pressions pulmonaires par cathétérisme cardiaque droit. Pardon. Donc, c'est un outil majeur dans le diagnostic étiologique, l'évaluation pronostique et le suivi des patients. Voilà dans cette plaque les paramètres échographiques qui sont étudiés dans notre registre. On évalue surtout la Vmax de l'IT, la pression artérielle pulmonaire systolique par flux d'IP ou bien d'IT, les résistances vasculaires pulmonaires, donc c'est-à-dire le rapport de la Vmax de l'IT sur l'ITV sous-pulmonaire x 10 plus 0,6, c'est un critère qui est très important pour le diagnostic de l'HTP et pour savoir qu'elle est pré ou bien post-capillaire, et bien sûr les autres paramètres afin d'un retentissement sur les cavités droites et sur les cavités gauches. L'angioscanner thoracique avec une fenêtre parenchymateuse, on le demande d'emblée devant la difficulté d'accéder à la scintigraphie. L'EFR avec mesure de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone est une mesure de la capacité de transfert des gaz des alvéoles jusqu'aux globules rouges à travers l'épithélium alvéolaire et l'endothélium des capillaires. Pour l'échodoppler du tramporte, nous rechercherons tout d'abord le diamètre du tramporte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le diapo. Ici, en 2D ou bien en 2 dimensions, c'est le mode B-brillance. On mesure le tramporte, qui est de paroi qui est hyper échogène. Donc, le cutoff, c'est 13 mm, témoignant en cas de valeur supérieure d'une hypertension portale. Par la suite, l'évaluation hémodynamique. Donc, dans cette coupe, on voit à l'écran, le flux apparaît en rouge car il s'approche de la sonde. S'il est inversé, donc en bleu, c'est un marqueur qui est d'hypertension portale. C'est à ce niveau-là qu'on fait un tir pulsé, ou bien un Doppler pulsé, qui est représenté ici par la photo qui est à droite. Donc dans le Doppler pulsé, donc, si on a un flux qui est en continu, avec une légère pulsatilité, qui est liée à la décélération lors de l'inspiration, avec des vitesses considérées bien sûr normales entre 10 et 40 cm par seconde, une importante pulsatilité est évocatrice d'une dysfonction ventriculaire droite et ou d'une importante IT, ou bien insuffisance tricuspidienne, signe indirect d'hypertension pulmonaire. Enfin, seul le cathétérisme cardiaque droite peut confirmer ou récuser le diagnostic d'HTP. Il permet également d'apprécier la sévérité de l'HTP, de tester en aigu sa réponse au monoxyde d'azote et dans certains cas de contribuer au diagnostic étiologique qu'on a vu dans les anciennes présentations par le professeur Bell et le professeur Bruno. Donc voilà dans cette diapositive un exemple d'un dossier médical d'une malade suivie chez nous dans le registre HTP qu'on va détailler par la suite. Alors, une étude monocentrique a été menée à partir de janvier 2017 par des malades suivis pour HTAP du groupe 1, donc dans notre service. Notre registre comporte 26 patients, dont 8 malades sous bithérapie spécifique et 6 malades sont décédés. La tranche d'âge la plus fréquente était celle supérieure à 40 ans. On notait également une prédominance féminine avec un pourcentage de 113% versus 27% pour les hommes. La cause la plus fréquente était la cardiopathie congénitale, suivie de causes idiopathiques avec un pourcentage de 38%. Et finalement, la répartition des malades en fonction du risque selon le tableau proposé par la Société européenne de cardiologie, que vous le connaissez tous et qu'on vient de le voir avec le professeur Bell. Donc, pour cette répartition, 11 patients présentent un risque élevé, dont 6 malades décédés. 11 patients ont un risque qui est intermédiaire et 4 malades ont un risque bas de mortalité à 1 an, soit un pourcentage de 15%. Et parmi les 8 malades qui sont sous bithérapie, c'est-à-dire sous macétentan inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5, 2 malades sont à risque élevé, 5 malades sont à risque intermédiaire et 1 malade qui est à bas risque, avec une meilleure réponse observée chez 37% de nos malades. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques exemples d'observation de notre registre. Je vous rappelle que les malades recrutés sont soit adressés par d'autres services au CHU, ou bien du secteur privé, ou bien ils sont vus dans leur consultation.
La première observation, c'est d'un jeune homme de 17 ans qui présentait à la naissance une transposition des gros vaisseaux, une communication interventriculaire sous-pulmonaire avec une cyanose profonde en HTAP, ayant bénéficié à l'âge de 2 mois d'une correction palliative de type Blalock en long. Donc, pour vous rappeler, le Blalock en long, c'est une correction palliative pour la transposition des gros vaisseaux. On réalise un défaut septal qui est conçu en 1950. Et un cerclage de l'artère pulmonaire, à l'âge de 1 an et 7 mois, il a été repris pour switch artériel et décerclage pulmonaire avec fermeture de CIV et de CIA. Les suites post-opératoires, selon le carnet, étaient simples. À l'âge de 12 ans, le malade présentait une dyspnée stade 2-3 de NGHA avec des malaises à l'effort et à l'ETT une hypertension pulmonaire à 71 mm mercure. Donc, le malade, il était mis sous sildenafil 25 mg un comprimé x 3 par jour et le macitentan 10 mg un comprimé par jour, qui est commercialisé, bien sûr, sous le nom d'Opsumit, qui est disponible dans notre service. Après 1 an du traitement, on a noté une amélioration qui est spectaculaire avec à l'examen clinique, une dyspnée stade 1 versus 3 de la NGHA avant le macitentan plus le sildenafil, un test de marche de 6 minutes qui passe de 156 mètres à 507 mètres, et à l'examen paraclinique, notamment l'ETT, une récupération de la fonction systolique longitudinale du VD avec un TAPS à 21 mm versus 16 mm et un esprime VD à 10 versus 9 à l'admission. Au KT, donc une POD, une pression de l'oreille droite moyenne s'améliore de 10 versus 19 mm mercure et une PAPM à 62 versus 98 mm mercure à l'admission. Donc, au total, notre malade passe du risque intermédiaire sur le risque de mortalité à 1 an qui est proposé par l'ESC à un bas risque. Donc, la deuxième observation, c'est un patient de 18 ans qui présente une HTAP persistante post-opératoire d'une chirurgie de persistance de canal artériel à l'âge de 9 ans, qui a commencé son traitement à base de macitentan, Opsumit 10 mg un comprimé par jour et sildenafil 25 mg x 3 par jour. Donc, après 1 an de traitement, le malade peut parcourir une distance de 636 mètres versus 300 mètres en 6 minutes, chose qui est très encourageante, avec à l'ETT, une diminution de la pression artérielle pulmonaire systolique et une récupération de la fonction du ventricule droit. Voilà, ici, c'est le test de marche, 636 mètres. Finalement, notre malade gardait le même risque de mortalité à 1 an, c'est-à-dire l'objectif qui est proposé par l'ESC. Il y a aussi des limites du registre qu'on doit citer et qui font obstacle à notre travail. Le premier obstacle, c'est la disponibilité des examens complémentaires au CHU. Actuellement, on n'a pas de scintigraphie pulmonaire de perfusion. Donc, on est bloqué dans la démarche diagnostique. On est obligé de passer par l'angiographie ou bien par l'angioscanner. Le bilan immunologique complet, il est non disponible. Il y a juste les anticorps antinucléaires, les anticorps anti-DNA et le facteur rhumatoïde. On a aussi un problème de rupture des réactifs de laboratoire, les BNP qui est très, très important pour stratifier le risque, et les rendez-vous qui sont éloignés de certains examens, notamment l'EFR. Le deuxième obstacle, c'est qu'on a des difficultés à avoir tous les paramètres au KT. Par exemple, le test de NO, il est non disponible ici au CHU. Et pour la TDM thoracique, on a une difficulté d'interprétation pour la recherche de la maladie véno-occlusive et l'hémangiomatose capillaire pulmonaire qui se manifeste par des opacités en verre dépoli, centrolobulaires, avec des épaissements des septa, des épanchements pleurales et adénopathie médicinale à TDM, qui nécessitent bien évidemment des radiologues qui sont spécialisés dans l'HTP. Pour les contraintes qui sont liées au traitement, alors pour bénéficier du macitentan, il faut que le malade ait une couverture médicale. Donc, c'est ce qu'on ne peut pas avoir chez tous les malades. Le nombre de boîtes disponibles dans la pharmacie de l'hôpital est insuffisant pour couvrir tous les malades. Et enfin, ce traitement qui n'est pas disponible dans tous les services, il n'y a que notre service ici au CHU qui a l'accès à ce traitement. Finalement, les contraintes qui sont liées au malade, c'est que le malade trouve des difficultés pour se déplacer jusqu'au service pour prendre son traitement. Deuxième problème, c'est que le coût élevé des inhibiteurs des phosphodiesterase de type 5, par exemple, une boîte de 12 comprimés de sildenafil, elle coûte 410 dirhams. Il n'y a pas de noms commerciaux spécifiques en pharmacie, donc on a toujours le problème d'observance.
Alors, pour conclure, la prise en charge de l'HTAP nécessite toute une équipe des cardiologues spécialisés dans l'HTAP, des radiologues ayant des formations spécifiques en imagerie de l'HTP, des chirurgiens ainsi que des infirmiers et des psychologues pour le suivi en long cours, visant ainsi à améliorer au moins la qualité de vie des malades et prolonger leur survie. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Merci, Dr Monawer, Merci à vous, madame. pour ta présentation. Je crois que le NO est disponible. On l'a à Casablanca. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas disponible? Madame, C'est la Sainte Caté qui a actuellement et qui est provisoire. Non, parce que il faut arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. Parce que ça, ce qu'on est en train de dire, ça s'enregistre et il est